Je me suis intéressée au sujet du harcèlement de rue dans le cadre de mes enquêtes ethnographiques sur les formes de la coexistence en public, donc les rapports entre les inconnus dans la ville et toutes les façons dont, à travers ces rapports quotidiens et assez fugaces, les gens définissent qui ils sont les uns pour les autres, ce qu'ils se doivent les uns aux autres. Et le harcèlement de rue, à cette époque-là, quand j'ai commencé mes enquêtes sur le sujet pendant ma thèse, donc dans les années 2000, le harcèlement de rue était déjà thématisé par un certain nombre de recherches féministes, nord-américaines notamment, mais n'était pas encore devenu un problème public de premier plan en France. Les médias et les pouvoirs publics s'y intéressaient peu. Et c'est à partir du tournant des années 2010, à la faveur d'un certain nombre de faits divers retentissants, et puis voilà, dans le développement d'associations qui se sont spécialisées en fait dans la lutte contre le harcèlement de rue, que le phénomène a pris de l'ampleur, a été vraiment publicisé, et que là, les femmes ont commencé elles-mêmes à thématiser leur expérience individuelle, quotidienne, dans ces termes-là, et donc à nourrir une forme de rejet, d'indignation et parfois de résistance très active à ces comportements. La définition du harcèlement de rue sur laquelle en fait, la plupart des chercheurs s'entendent, c'est un ensemble de nuisances et d'offenses qui vont du sifflement, du regard appuyé et des interpellations sexistes et souvent des injures et des violences verbales, jusqu'à potentiellement des agressions sexuelles. Et chez certains auteurs et chez certaines autrices, ça peut même aller jusqu'au viol. Dans la façon dont il a été politisé, en fait, il a fallu, pour le qualifier juridiquement, le circonscrire et en faire quelque chose de spécifique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc défini un type d'offense, donc verbale essentiellement, qui redoublait un petit peu la pénalisation déjà existante de l'injure, mais qui aggravait l'outrage par le côté sexiste. Ce qui s'est passé et que je discute dans l'article, c'est que cette possibilité d'aller jusqu'à des formes d'agression et de violence extrêmement lourdes, elle a été prise un peu au pied de la lettre par la rhétorique politique du gouvernement au moment où il s'est saisi du sujet, en assumant en fait l'idée qu'il y avait potentiellement une pente glissante ou un engrenage, et c'est l'idée du continuum des violences faites aux femmes qui a été reprise, mais de manière un petit peu en fait inexacte, et même c'est un relatif contresens qui a été en fait mis en œuvre dans cette politisation. Et ça, les interventions de Marlène Schiappa devant la commission sénatoriale dans les mois qui ont précédé le vote de la loi le montrent très bien en disant voilà, il y a une gradation exponentielle, il faut arrêter le processus, là ce sont des violences mineures, mais si on ne les arrête pas à temps, ça peut mener jusqu'au viol. On ne dit pas que tous les harceleurs vont devenir des violeurs, mais enfin tous les violeurs avaient déjà harcelé. Donc il y a vraiment l'idée d'une logique et d'une dynamique de développement, de croissance presque naturelle qui amènerait de l'un à l'autre. Et ça, c'est très discutable. Descriptivement, c'est faux, parce qu'on sait très bien, et les enquêtes de victimation le montrent, que 80% des violeurs sont des proches. Et donc l'inconnu dans l'espace public, d'en faire quelqu'un de dangereux, c'est un problème politiquement, c'est un problème sur le plan du respect des faits, et c'est un problème sur les réponses qu'on peut apporter à ce type de phénomène, à la fois en termes de policing des espaces publics, donc de régulation des espaces publics, de répression même, et puis aussi pour les femmes elles-mêmes, quel est le message qu'on leur envoie quand on leur dit que si on les siffle, peut-être que c'est le début de quelque chose qui va finir en viol. Et ben, c'est un message de vulnérabilité et finalement qui les enferme plutôt dans une impuissance que ça ne les encourage à remettre à leur place ceux qui se comportent mal vis-à-vis d'elles, comme des égaux justement, et pas du tout comme des bêtes sauvages qui vont leur sauter dessus si jamais elles osent répondre quelque chose.
Et dans les enquêtes, pourtant, je vois un nombre croissant à la faveur de la politisation, mais au sens voilà, du devenir problème public, de la publicisation de cet enjeu. Les femmes s'armer de ce récit, de cette dénonciation de l'injustice en fait de ces offenses répétées, et de plus en plus avoir tendance à aller demander des comptes ou à aller sermonner les harceleurs, à leur expliquer que c'est inacceptable et que ça pourrait être leur mère ou leur sœur et que c'est pas possible de faire ça. Et un certain nombre des enquêtées me racontent qu'elles obtiennent même des excuses dans ces cas-là. Donc je pense que de ce point de vue-là, le fait de continuer à faire la différence, même s'il y a sur le plan analytique un vrai gain à parler de continuum des violences pour regarder l'aire de famille qu'il y a entre plusieurs types de violences, quand on veut vraiment agir sérieusement sur des phénomènes, il faut refuser de dire que tout est tout, et il faut refuser les amalgames, et donc là, traiter le phénomène dans ce qu'il a de spécifique, et la dangerosité, et pas un cadrage juste, et certainement pas un cadrage efficace pour répondre à ce problème.